Encore une fois, bonsoir, bonjour, bonsoir partout où vous vous trouvez. Nous sommes Anglo-Congo. C'est une deuxième tentative, elle semble être la bonne. Nous allons passer quelques instants ensemble. Voilà, donc ça c'est bien. Je peux déjà voir Pierre Kamwinu Moko, Mukingi Blaise, John Lusanga. Vous êtes branchés, à la différence de la première tentative où je ne voyais pas qui sont connectés. Il y a Phoenix Salomon Kalamba qui me salue, Pierre qui me salue aussi, bonjour à vous tous, Patrick, Maman Lisa Monguedou, Phoenix Salomon, voilà. Yes, Blaise, now it's good, yeah. Bonjour Maman Lisette, Alphonse Yema, ça fait un bail. Tu es en déplacement, quoi. Alors, John Lusanga qui me dit hello, brother. Patrick, Timana qui dit bonsoir Anglo-Congo, je dis aussi bonsoir. Bonsoir, chers frères et sœurs. Et bonsoir. Voilà. Lily Rose, hello, how are you? Michel Richcard, bonjour AC, je dis bonjour. Zé Chamala, bonjour AC, je dis bonjour. À toi aussi mon frère. Vous êtes déjà là, une trentaine, plus de 30 personnes, donc on peut commencer. Laure Desmwanga, voilà, vous êtes là. Marcel Pagnol, ça fait aussi longtemps, Marcel Pagnol. Salut à toi mon frère. Alexandre Kams qui me dit aussi salut. Toponi Congo qui me dit bonjour, Papa Anglo-Congo, bonjour Toponi Congo. Yo, ça, non, déjà, choix à Libéla, au programme au Congo, ça c'est très bien, c'est encourageant, c'est positif. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est la série de questions et réponses. Nous sommes le 26 février 2020. Nous n'avons pas un sujet particulier à traiter, mais il y a l'actualité, il y a les enquêtes qui se poursuivent, donc les gens sont, disons, la procédure judiciaire, les gens sont entendus, il y en a déjà qui sont en prison, j'espère que c'est pour des raisons d'enquête, parce que jusque-là, il n'y a pas de verdict. Ça, c'est concernant les travaux de saute de mouton. Et nous avons vu la série de diplomates, donc les chargés d'affaires de la Grande-Bretagne, M. Peter Pham, qui sont venus voir le président de la République et puis sont allés voir M. Joseph Kabila, le sénateur à vie, ancien président de la RDC. Et puis il y a M. Chargui, qui est responsable de la commission défense, paix et sécurité au niveau de l'Union africaine, qui est venu. C'est monsieur, pour un petit rappel, il était très impliqué dans les dialogues. Vous savez, quand à l'époque, l'Union africaine avait pris l'initiative d'initier les dialogues politiques à RDC, lesquels dialogues étaient pilotés par les Togolais, l'ancien premier ministre togolais Edem Kodjo, mais dans le contact préliminaire, M. Chargui, qui était un Algérien, diplomate algérien, et était dans l'équipe, le panel qui rencontrait les uns les autres pour préparer les dialogues entre l'opposition et l'AMP à l'époque de Joseph Kabila. Ça, c'était avant les dialogues de Demkodjo. Voilà, donc c'est pas quelqu'un qui vient sur un terrain inconnu. Voilà. Quoi encore? Coronavirus reste à la une. Nous en avions parlé hier dans notre direct et nous continuons à diffuser des informations là-dessus. C'est vrai que c'est un peu à satiété. Il y a des gens qui disent est-ce qu'il n'y a pas autre chose, mais nous continuons à informer les gens sur les effets des coronavirus, comment ça se répand dans notre pays, les avis des experts. Par exemple, la Grande-Bretagne, il y a un document qui a fuité, c'est dans la presse britannique, où on parle de ce qui pourrait arriver dans les pires cas. On donne un chiffre de 500 000 personnes qui pourraient perdre leur vie à cause de ces virus. Aujourd'hui,
J'ai passé à peu près 1 heure du temps avec quelqu'un qui est en Chine sur place. Nous avons longuement parlé de la situation sur place en Chine et j'ai consulté beaucoup de documents concernant ces virus. Il y a une dame qui est en train aussi de me donner des informations sur ces virus. Donc voilà, nous sommes là pour vous. Si vous avez des questions à poser, voilà, nous sommes là. C'est un bâton rompu. Il ne faut pas attendre. Vous pouvez commencer maintenant. Une question, un commentaire. Et nous allons tous, nous allons essayer de répondre ou bien de réagir à votre commentaire. Voilà. Alors, Félix Salomon m'a dit, pourquoi Félix, tu sais qu'il n'arrive pas à s'éloigner des VK pourtant cités dans plusieurs sales affaires. Joseph Kabila Kabaré est redevenu fréquentable, juste un mirage. Bon, et d'abord, cette question dans cette question, il y en a deux en fait. Il n'arrive pas, je ne sais pas si le président a fait un effort pour s'éloigner de son directeur de cabinet. Je ne crois pas que ce soit le cas. Vital Kamerhe, à ce que je sache, de manière très officielle, il n'est pas encore cité. Hein, donc, mais nous apprenons que par des voies, disons par des sources plus ou moins crédibles, qu'on l'aurait cité. Je mets ça au conditionnel, mais attendons, soyons patients pour savoir si réellement il a été cité. Et même si c'est le cas, ce serait alors seulement des allégations et le chef de l'État ne peut pas agir sur base de rumeurs. Il faut que les faits soient établis hein, et que les concernés aient aussi la possibilité de se défendre. En ce moment-là, quand les juges auront prononcé, après cela, quand les juges auront prononcé leur verdict, eh bien, le chef de l'État pourra agir en conséquence. Tout dépendra s'il sera blanchi ou alors s'il sera trouvé coupable. Donc, on n'en est pas encore là. Je pense que là, vous êtes en train d'anticiper. Joseph Kabila est devenu fréquentable ou juste un mirage? Je pense que Joseph Kabila, par le fait qu'il a la majorité, disons sa plateforme a la majorité au Parlement et au Sénat, je vous épargne les assemblées provinciales, donc il représente une force politique qui compte dans le pays. Ça, c'est un fait. Alors, il est non seulement qu'il a la majorité dans ces différentes institutions que j'ai citées, mais il est aussi partie prenante dans le gouvernement, dans le cas de la coalition FCC-CACH. Le Premier ministre, M. Sylvestre Ilunkamba, est issu de la famille politique de Joseph Kabila. Il a été préalablement choisi par Kabila et ensuite le président de la République a sanctionné ses choix par une nomination formelle. Et donc, de ce point de vue, il a une influence, il a un leadership clair sur les ministres et les députés qui sont de sa famille politique. Il peut donner des consignes et donc ça les qualifie d'être un interlocuteur de tous ceux qui peuvent venir pour chercher à voir clair dans la manière dont le pays est gouverné. Jeune Afrique vient de publier un article où on dit que Joseph Kabila est sous pression. En fait, d'après Jeune Afrique, tous ces émissaires, tous ces gens qui viennent, ils viennent lui faire pression. Voilà. Voilà si je peux répondre à votre question. Donc, alors, Daniel Nakajekalu Messali dit Shalom Anglo-Congo. Shalom, Toponi Congo, il dit est-il vrai que Félix doit se rendre aux États-Unis début mars? Si oui, pour quelle raison précisément? Merci beaucoup, Toponi Congo. D'après des sources très crédibles, à moins qu'il y ait un changement de dernière minute, oui, le président de la République est attendu à Washington
Bon, quelle est la raison? Donc, début mars, oui. Quelle est la raison de cette visite? Bon, avant, la première source m'avait parlé du mois d'avril, fin avril, plutôt début avril. Mais maintenant, là, c'est la même source-là m'a dit que non, voilà, c'est début mars. Et puis, une autre source m'a dit que c'est début mars. Alors, quelle est la raison? C'est dans les cadres du partenariat stratégique qui existe entre la RDC et les États-Unis. Je n'aurai pas la prétention de dire que je connais l'agenda du chef de l'État. Il pourrait y avoir d'autres questions qui seront traitées et dont je ne suis pas au courant, ce qui est normal. Mais une fois qu'il est aux États-Unis, nous aurons peut-être la possibilité d'en savoir un peu plus. Maintenant, là, tout ce que nous savons, c'est qu'un voyage est en vue pour début mars. Voilà. J'ose croire que j'ai répondu à votre question. Voilà, il y avait jusque-là 2 questions, donc... Pierre Kamounimok aussi pose la question, pourquoi Félix ne se sépare pas de Kamere et Kabila? Très bonne question. D'abord, le président de la République est issu d'un parti politique. Son parti politique, qui est l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, n'a pas eu la majorité ni au Sénat, ni à l'Assemblée nationale. Le chef de l'État qui a la vision du pays pour ces mandats ici, ce n'est plus 5 ans, c'est pourquoi il reste 4 ans, pour qu'il applique sa vision, il a besoin d'un gouvernement. Et le gouvernement, au terme de la Constitution, est issu de la majorité au Parlement. Donc le Premier ministre vient de là, hein, le chef du gouvernement, voulais-je dire. Alors c'est le chef du gouvernement qui applique la politique du chef de l'État, donc qui exécute sa vision, et le président de la République, tenant à voir sa vision être concrétisée, encore qu'il n'avait pas de choix parce qu'il ne pouvait pas renvoyer le Parlement, étant donné que la Constitution dit qu'il faut un minimum d'1 an d'exercice des pouvoirs, et si les choses ne marchent pas, c'est à ce moment-là que le président de la République peut dissoudre le Parlement, donc renvoyer les députés pour qu'ils aillent solliciter le suffrage du peuple, dans l'espoir que le prochain Parlement qui va rentrer sera de son côté, de son bord politique, et ainsi, il pourra facilement faire exécuter sa vision. Donc, disais-je, n'ayant pas la majorité, il est obligé de composer malgré lui. Il est obligé de composer avec, d'une part, Cash, parce que d'abord, Cash, c'était une plateforme, une alliance électorale. Vous savez, Vital Kamerhe, qui était aussi engagé dans la course présidentielle, avait renoncé à ses ambitions pour donner plus de chances au chef de l'État, à l'époque candidat à la présidence, de gagner les élections. Et ce n'est un secret pour personne, les accords étaient signés à Nairobi, ils sont rentrés au pays, ils ont fait campagne ensemble. Donc voilà, il est lié à cet accord-là. Il est aussi lié, comme je l'ai dit, avec le FCC par la volonté de faire exécuter sa vision. Bon. Est-ce qu'il ne veut pas se séparer? Est-ce qu'il va se séparer? Je crois l'avoir dit dans le passé. Excusez-moi, j'ai mis un truc dans la bouche parce que j'ai un peu de fièvre, mais ce n'est pas coronavirus. Pas de fièvre, un peu de rhume là. Ce n'est pas coronavirus. Ça me permet de bien respirer un peu là. Alors, je disais que... j'ai perdu un peu le fil d'idée. Attendez.
Oui, je disais qu'une fois, je parlais de cette histoire de se séparer. C'est un exercice très compliqué. Le président de la République, déjà, dans la situation actuelle, il n'a pas, il n'a pas la liberté de tous ses mouvements. Hein. Donc, s'il se sépare de Vital Kamerhe, il diminue son poids politique au niveau de l'Assemblée, où ils n'ont pas la majorité tous de l'UDPS et l'UNC. Et aussi, ça va entacher quelque part, entamer quelque part sa légitimité. Bon, le peuple l'avait élu, mais il avait eu le soutien de l'UNC, c'est-à-dire l'électorat de l'UNC avait reporté ses voix sur le président Félix Tshisekedi, et à plus l'électorat de l'UDPS et bien sûr d'autres Congolais qui ne sont pas forcément membres de ces deux partis. Donc leur vote donne une base légitime au président de la République. Et s'il se sépare de Vital Kamerhe, quelque part, ça entame sa légitimité. Hein, je mets ça entre parenthèses. Mais l'alliance n'est pas entre Vital Kamerhe et le président Félix Tshisekedi. L'alliance est entre l'UDPS et l'UNC. Donc ce sont les deux partis, s'étaient mis ensemble. Mais comme les deux leaders étaient tous les candidats, donc Vital devait se retirer avec l'accord de sa base. Vous connaissez l'histoire. Alors, si le président, est-ce que le président peut le faire? Oui, s'il le fait, par exemple avec les FCC, avec lesquels il est en alliance pour gouverner, donc il doit se trouver une autre majorité. Ce qui n'est pas un exercice facile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ce n'est pas facile. Il doit se trouver une autre majorité. Et la seule façon de se donner une autre majorité, ça sera, il faut qu'il y ait transhumance. Donc, que les gens quittent les FCC, il y a une partie des gens qui viennent rejoindre l'IDPS et un autre parti qui sera en alliance avec l'IDPS. Ça peut se faire. Mais est-ce que c'est déjà le cas? Ça, je ne sais pas. Ou alors, la seule possibilité qu'il reste, c'est de dissoudre l'Assemblée et demander au peuple de lui envoyer des députés qui seront de son bord politique pour qu'il puisse faire exécuter sa vision sans obstacle. Voilà. Et même ça, je l'ai toujours dit, même ça pour le faire, il faut qu'il s'assure que une fois que le peuple a élu les députés et que ces députés-là, dans leur majorité, soient de son bord politique, sinon il ne sera plus renvoyé une deuxième fois à l'Assemblée. Tout est question des calculs politiques avant de poser un acte quelconque. Il a certainement un think tank ou, je ne sais pas, un cabinet de conseillers politiques, tout ça, qui réfléchissent par rapport à toutes ces possibilités. Et s'ils trouvent que c'est faisable et que c'est opportun aussi, eh bien, il ne manquera pas de le faire parce que c'est à son avantage. S'il ne le fait pas, jusque-là, peut-être, les conditions ne sont pas encore réunies et il ne peut pas prendre un tel risque. Voilà. Félix Salomon m'a dit, monsieur, David est aux arrêts sous prétexte de détournement, mais en réalité, son dossier est d'abus de confiance. Pourtant, cette infraction n'existe pas entre l'État et un particulier, selon Eliezer Taboué. Et là, une chimère ou une vraie poursuite concernant les cas de VK. Cela veut dire même si monsieur est trempé, on ne peut rien lui faire juste parce qu'il est en alliance. Non, je n'ai pas dit ça. Il n'est pas au-dessus de la loi. Mais la loi détermine les conditions dans lesquelles M. Vital Kamerhe peut être poursuivi. Pourquoi? Parce que
Il est le directeur du cabinet. Ce n'est même pas un problème de l'Alliance. Il est le directeur du cabinet du chef de l'État. Donc, il est dans la présidence. Hein. Il n'est pas responsable devant le Parlement. Mais par contre, il peut répondre devant la justice. En tout cas, à moins que je me trompe, il peut répondre devant la justice. Mais encore, il faut qu'il y ait des accusations contenant des éléments qui feront que l'appréciation des juges ou des magistrats qui diront que non, ces éléments sont suffisants pour engager une poursuite. Il ne s'agit pas seulement de dire que Kamer est trempé. Encore, il faut amener des éléments qui vont déterminer une poursuite contre lui. Voilà. Quelle autre chose tu disais, mon frère, Salomon? Bon, tu as dit, Eliezer a dit que c'est plutôt abus de confiance, il ne s'agit pas de détournement. Écoutez, Eliezer, c'est son opinion, enfin, il donne une information. Mais est-ce que le monsieur est réellement poursuivi pour ça? Ça, je ne sais pas. D'ailleurs, j'apprends qu'il n'est plus en détention à Makala. Il sera en liberté provisoire. Et la compagnie Safricas aurait reçu une affaire de 13,5 millions de dollars pour faire les travaux. Donc, les chiffres ont changé. Je ne pense pas qu'il soit poursuivi, M. David, juste pour abus de confiance. Je ne sais pas. Peut-être que c'est ce qu'on a trouvé, mais les jours à venir, nous verrons un peu plus. Parce que l'affaire est encore en instruction, donc on ne peut pas connaître tout ce qui s'est fait. C'est difficile. Martino Ndala Diango, je viens de suivre sur Bossolo la politique, un des conseillers du président de la République. En suivant ces conseils, il me semble que tout ce qu'on raconte sur le vol est tout faux. Le monsieur s'est défendu très bien. Je peux conclure qu'il y a vraiment une machine qui est mise en marche pour salir Fachi. Tout ça, c'est la cellule de communication du président qui est en faillite. Bon, j'ai vu le titre de l'émission Bossolo la politique, mais je n'ai pas eu le temps de suivre. Je ne savais même pas que c'est un conseiller de la présidence. Écoutez, vous dites que il vous semble que ce qu'on raconte sur les vols et tout est faux. Oui, c'est vrai. Ça, c'est d'après ce que vous dites et d'après ce que vous avez suivi. Mais pourquoi on a engagé des poursuites? Certainement, il y a eu quelque part des éléments tendant à montrer qu'il y a eu détournement de fonds. C'est pour cela qu'on a engagé des poursuites. Est-ce que, à la suite de ces poursuites, on a constaté que ce n'était pas le cas? Bon, dans ce cas-là, comme il n'y a rien, comme c'est une machine qui est mise en place pour salir Fachi, donc il faut que tout le monde soit libéré. Et le DG de l'OVD, je ne sais pas, lui je crois qu'il est libre, les Libanais qui avaient gagné les marchés pour les maisons préfabriquées des militaires, il faut aussi qu'ils soient libérés. Parce que si tout est faux, alors dans ce cas-là, pourquoi il serait toujours retenu et il est entré, j'apprends qu'il a des problèmes de santé et que ses avocats ont demandé qu'il soit libéré pour qu'il puisse bénéficier des soins. Mimi Diamani dit, pensez-vous que le président est sur la bonne voie? Ah, ça c'est très pertinent. Merci, maman. Je pense que oui, mais pas totalement. Pour être franc avec vous, ça c'est mon point de vue. J'allais dire que le président de la République est sur la bonne voie. Nous oublions très vite. Cette affaire des sauts de moutons vient de cacher tout ce que on a réalisé dans les 100 jours. Il y a eu quand même des réalisations. Les gens maintenant oublient parce que
il y a l'affaire saute des moutons. Le président de la République a son actif. Il a libéré les prisonniers politiques. À son actif, il a décrispé l'espace politique. Les gens sont libres de se réunir à condition que cela se fasse dans l'ordre et selon les termes de la loi. Le président de la République a décrété l'enseignement primaire gratuit et cela est une réalité à 98% ou même 19% sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est quelque chose de grand. Moi, je dis, la plus grande chose qu'il a fait sous son mandat, après l'an 1, c'est que si aujourd'hui il n'est plus président de la République, l'histoire retiendra que c'est Félix Tshisekedi qui a rendu l'enseignement primaire gratuit. Ça y est dans la Constitution, mais c'est lui qui est venu donner vie à cette lettre morte elle était morte parce que c'était dans la Constitution, mais elle était morte. Donc, ça, on retiendra de lui que voilà, il a rendu l'enseignement primaire gratuit. Autre chose, et puis ça a soulagé les parents comme vous n'avez pas l'idée. Hein? Mais comme le Congo, c'est un pays où tout est à refaire, vous donnez solution à un problème, mais il y a encore, je ne sais pas, 100 problèmes qui vous attendent. Sur ce point-là, c'est une réussite. Autre chose, les travaux réalisés, il y a des tronçons de routes qui ont été réhabilités. Il y a des villes qui ont été électrifiées après avoir été électrifiées je ne sais pas combien d'années. Il y a des ponts qui ont été construits. Ça, c'est des réalités. Et même parlons aussi des maisons préfabriquées des militaires, même si le nombre n'est pas encore à la hauteur de ce qui était prévu. Il y a des hôpitaux qui ont bénéficié des équipements modernes. J'ai parlé avec un capitaine de la police, l'hôpital le centre médical de Kalufungula a été équipé, et Kanchachi, tout ça. Donc, il y a eu quand même des choses qui ont été faites à l'actif du président de la République. Quoi encore? Nous oublions vite la RTNC. Le fait que tout le monde a l'accès aux médias d'État, même des gens qui vont là-bas pour critiquer les chefs de l'État. Et certains vont même jusqu'à l'insulte. Ça, c'est quelque chose de grand. Hein? Et c'est quelque chose qu'on doit préserver, même après lui, qu'on doit absolument préserver. Donc, ce sont là des choses à son actif. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je crois que vous serez d'accord avec moi. Selon mon opinion, c'est comme s'il y a une lenteur. Il y a eu lenteur pour prendre certaines mesures, prendre des sanctions, voilà, contre certaines personnes, ou bien alors lenteur pour engager des poursuites contre certaines personnes qui sont soupçonnées d'avoir détourné de l'argent, ou bien d'avoir violé les droits de l'homme et tout ça. Donc, sur ce point-là, on a senti qu'il y a une lenteur, mais maintenant, peut-être qu'il était en train d'attendre une nouvelle équipe de magistrats. Ça peut aussi être ça la raison. Alors,
espérons maintenant que les choses vont s'accélérer, mais la justice ne va pas travailler à la vitesse et à la volonté du chef de l'État. Elle fera son travail de manière indépendante et dire le droit de manière aussi indépendante. Donc, on doit patienter, mais du point de vue de l'opinion, cela paraît comme si c'était une lenteur. À un moment donné, même on a senti comme s'il n'y avait pas de volonté de poursuivre les gens. Sur le plan diplomatique, j'avais oublié à son actif. Écoutez, il a remis la RDC sur la scène internationale. On parle de nouveau de la RDC. On voit quand même des investisseurs qui viennent, alors que la situation n'est pas encore propice totalement à l'investissement, mais il y a un grand espoir. Les gestes posés par les présidents de la République sont des gestes très forts et personne ne doute de sa volonté au niveau de la communauté internationale. C'est pas moi qui l'ai dit, il y a des hommes d'État qui sont passés pour les dire que non, on sent qu'il y a une volonté de la part du président de la République et puis il y a des signaux qu'il a envoyés et qui ont fait que il y a des compagnies, des hommes d'affaires qui viennent pour voir les opportunités d'investissement à RDC. La dernière en date, si je peux citer parmi les choses, c'est quoi comment ça s'appelle la compagnie américaine? General Electric, qui est une très grande compagnie. Nous avons fait une émission spéciale sur le Memorandum of Understanding qu'on avait signé. Donc, c'est déjà une avancée très considérable sur ce point-là. Donc, voilà, je dirais que... Et puis, il y a le paiement, par exemple, des policiers. Hein, ils ont connu une augmentation des salaires, même des militaires, des fonctionnaires aussi, de manière générale. C'est à son actif. Mais il reste beaucoup à faire, beaucoup. Beaucoup à faire. Mais en un an, réaliser cela, on peut dire bravo, mais la misère du peuple fait que le peuple veut vite voir les changements parce qu'il a attendu longtemps, des changements totalement. Et puis nous oublions l'environnement politique dans lequel le chef de l'État évolue. Hein? Voilà. Mais il faut qu'il fasse plus et rapidement. Dans son entourage, il y a des déceptions, ça il faut le dire. Il y a des gens qui ont déçu par leur comportement, qui n'ont pas le respect de la chose publique, de l'argent de l'État. Hein. Il y a des gens qui ont déçu. Pas tous, mais il y a des gens qui ont déçu. Il y a des conseillers de grandes factures autour de lui, il y en a. Et moi, j'en connais quelques-uns, mais il y en a d'autres. En tout cas, sur base de ce qu'ils ont produit comme travail, on peut dire que ceux-là, ils n'ont pas leur place autour du chef de l'État. Voilà un peu ce que j'ai. Et puis l'Est de la République, hein, la restauration de la paix à l'Est de la République. À Béni, ce n'est pas encore la paix totale, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Et puis, quand on regarde les nombres de miliciens qui ont rendu les armes, ça ne s'est jamais fait comme ça avant. Jamais. Les gens ne voient pas ça, mais tous les jours, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait un groupe armé qui vienne rendre les armes. Donc ça, c'est aussi à son actif. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question? C'est à toi d'apprécier Martino Ndala. Non, c'est pas Martino. Maman Mimi Diamani. Pardon, maman. Marcel Pagnol dit, il y a rumeur des câbles diplomatiques selon lesquels les grandes puissances font pression sur Kabila en fait qu'il cède des marges à Fachi et qu'il serait en train de négocier sa sécurité personnelle. Les verra-t-on être poursuivis pour les crimes pesants sur son régime? Bon,
Je l'ai dit que je venais de lire tout à l'heure que tous ceux qui vont voir le président Félix et qui vont par la suite ils vont voir Kabila, le sénateur à vie, d'après Jeune Afrique c'est pour essayer de... Bon, le terme utilisé c'est pression, je laisse ça à Jeune Afrique, mais je crois que ça va dans le sens de voir comment permettre au président de la République et au gouvernement de travailler pour le bien-être du peuple, parce que c'est ça l'objectif, pour le bien-être du peuple, au lieu d'influencer les FCC pour des intérêts politiques égoïstes et personnels. Il serait mieux que M. Kabila laisse ces lieutenants qui sont dans le gouvernement travailler pour l'intérêt du peuple. Voilà, je crois que c'est dans ce sens-là. Bon, pour sa sécurité, est-ce qu'il sera en train de négocier? Je ne crois pas, parce que M. Kabila avait déjà négocié sa sécurité. D'abord, l'après-pouvoir, c'est défini par la loi, les conditions de l'après-pouvoir. Il a l'immunité, il a droit à certains avantages, mais en dehors de ça, il a eu un deal avec les Américains. Mais on ne saura pas lui garantir, j'allais dire à 100%. Hein? On ne saura pas. Il n'y a que Dieu qui peut donner une telle garantie. Donc, s'il craint pour sa sécurité, tout le monde craint pour sa sécurité quelque part. Bon, est-ce qu'il sera poursuivi pour l'équipe pesant sur son régime? En tout cas, je pense que c'est très tôt pour poser cette question. Mais les membres de son entourage, oui, certains seront poursuivis, je crois. Mais quant à lui-même, je ne crois pas que c'est maintenant. Je ne crois pas. On peut l'accuser, mais être poursuivi, je ne crois pas que c'est maintenant. Sili Djembo Didier, bonjour Anglo-Congo. Que dire de l'inertie du président quant aux soupçons de corruption de son cabinet et entourage? N'est-ce pas une compromission pour le président à l'approche de 2023? Quid également des changements dans l'armée? Bon, j'ai répondu à cette question en disant le président de la République ne peut pas se substituer, je suis en train de me paraphraser, se substituer à la justice. Donc, maintenant, là, il y a des enquêtes qui sont en cours. Et attendons, parce que d'abord, il a parlé de l'audit, même lui-même s'est soumis à cet audit. Attendons voir ce que ça va donner, surtout autour de cette affaire de saute de mouton. Ouais. Et avec les changements de magistrats dans l'appareil judiciaire. Donc, voilà ce que je peux dire. Mais le président de la République, il ne peut pas aller s'asseoir là, commencer à juger. Non. Tout ce qu'il peut faire, il a le droit d'accuser quelqu'un, tout ça, de le traduire en justice. Mais il n'a pas le droit, lui, de justifier ou de condamner quelqu'un. Voilà. Maman Régine, bonjour, bonjour. Roger Massamba dit, notre papa ne soit pas atteint de cette maudite maladie de coronavirus, please. Non, je ne suis pas atteint. Je ne suis pas atteint. T'en fais pas, sinon je ne serais même pas à la maison avec ma famille. Jackson Kandi, Anglo-Congo, tu n'as pas aussi une page WhatsApp. Écoutez, je suis branché sur WhatsApp, mais comme tu sais, je suis un peu égoïste avec ça, parce que je tiens à rester anonyme. Ah, je suis désolé pour dire ça, mais d'ailleurs, mon épouse vient de m'acheter un autre numéro de téléphone. Je vais l'activer avec un autre téléphone. Je suis en train de réfléchir lesquels des deux numéros que je pourrais
faire que le public, les amis d'Anglo-Congo aient accès. Voilà. Et une fois que c'est fait, Jackson, tu ne manqueras pas d'avoir les numéros pour que tu m'appelles sur WhatsApp si tu veux pour qu'on discute. Mais je crois que faire l'émission comme ça, c'est essentiel. Arnaud Moutouk te dit bonjour Pasta. Ah, moi, je ne sais pas ce que tu veux dire là. Est-ce que tu vois que c'est possible que le président peut continuer cette vision des accords qui nous montrent parfaitement l'issue incertain vu les comportements des uns des autres? Bon, le président a la possibilité, je l'ai dit et redit, de dissoudre l'Assemblée nationale et de convoquer des élections anticipées pour se donner une majorité à l'Assemblée nationale. Bien entendu, j'ai parlé des difficultés qui sont les siennes. Même en faisant cela, il doit prendre des précautions, il doit bien calculer pour que ça ne se retourne pas contre lui au finish. Mais est-ce qu'ils peuvent continuer comme ça? Je ne crois pas. Je ne crois pas un seul instant que le président, surtout pour cette année, sa deuxième année aux affaires, je ne crois pas qu'ils vont continuer comme ça. Non, je ne crois pas. Soit la majorité va changer de camp sans qu'il y ait dissolution du Parlement, ce qui est le scénario le plus improbable, parce que le budget qu'on a voté à l'Assemblée nationale ne prévoit pas les élections. Hein? Bon. Et puis, bon, c'est un budget, il faut le dire, il est modique par rapport aux besoins du pays. Donc, jusque-là, il y a eu augmentation, c'est vrai, mais c'est quoi 10 milliards de dollars par rapport à la RDC? Voilà. Et encore dire que le FMI est là-dessus pour veiller, pour qu'il y ait une discipline, en tout cas, ce qui concerne les dépenses. Donc, on ne va pas prendre la moitié, bien qu'est-ce que je veux dire, pas la moitié, mais un dixième de ces budgets-là pour les consacrer au processus électoral. En plus, ça va prendre combien de temps pour organiser ces élections-là? Parce que le tout se fera dans le mandat du chef de l'État, tout ça, voilà. Donc, la possibilité qui reste, dissoudre l'Assemblée, convoquer les élections, ou alors faire basculer l'Assemblée de son côté, ce qui veut dire que certaines personnes qui sont FCC viendront du côté du chef de l'État. Mais je constate, et vous avez aussi certainement constaté, que depuis un certain temps, les MSC a une attitude, j'allais dire, un peu amicale au chef de l'État. C'est vrai qu'ils observent un silence, mais que cache ce silence-là? J'ai dit deux fois dans différentes émissions que cette année qui commence, 2020, qui a commencé déjà, je crois que Mbemba va jouer un rôle. Est-ce que son silence est par rapport à ça? Comme on dit en anglais, time will tell. Voilà, c'est l'essentiel de... Maman Mimi Diamini dit la situation économique est très inquiétante. La hausse des prix des denrées alimentaires a doublé. Pensez-vous qu'il y a une manipulation derrière pour saboter les présidents et monter la population contre lui? La population a très faim. Cela devrait être la priorité au lieu des sauts de moutons. Oui, je pense, moi je l'avais dit, que je l'avais même prédit, pas seulement dit, mais prédit, parce que j'étais informé que le camp Kabila, qui n'est pas seulement un camp politique, qui est aussi un camp économique, souvent les gens oublient cela, c'est une force économique et financière, Kabila, avec les siens. Vous avez suivi l'histoire de la compagnie Égale, qui importe des frais, des vivres frais, tout ça. Des compagnies pareilles où
les proches de Kabila sont des actionnaires ou des propriétaires, il y en a beaucoup, même associés à certains expatriés, libanais, indiens et j'en passe. Et ces compagnies-là importent à manger. D'une part, il y a cette réalité-là. D'autre part, parce que tout ne vient pas de l'extérieur. Les minzo que nous mangeons ne viennent pas de l'extérieur. Le mika, ça vient de Bandundu, un peu du Bas-Congo. Mais sur le tronçon, par exemple, du Bas-Congo, plutôt de Bandundu, il y a beaucoup de barrières. Et à chaque barrière, il y a une dépense que les commerçants ou les chauffeurs doivent faire face à cette dépense. Et tout cela se répercute sur le prix, sur les marchandises qui sont transportées par ces véhicules. Et qui en paie les prix au finish, c'est les consommateurs, la personne qui va acheter, je sais pas, les foufous, les massangou, les machins, ça tombe sur les consommateurs. Donc, c'est une stratégie pour amener le peuple à regretter Kabila, à dire qu'à son époque, nous étions bien. Ça, j'étais au courant, j'en avais parlé. Et même, l'idée derrière, c'est quoi? Non seulement que le peuple regrette, mais qu'il y ait des protestations, qu'il y ait des émeutes même. Voilà l'idée derrière. Alors, comment le président va s'y prendre? Ce n'est pas du jour au lendemain qu'il va créer des nouveaux opérateurs économiques. Mais je pense qu'il doit engager un dialogue avec ces opérateurs économiques. Il ne faut pas qu'il laisse, ça c'est mon point de vue, le président de la République lui-même doit engager un dialogue avec tous ces hommes d'affaires, ces importateurs, peu importe même s'ils sont dans les camps de Kabila, engager un dialogue franc et sincère pour leur dire que non, voilà, faites votre travail, mais ne le faites pas en fonction des agendas politiques et trouver un moyen de les convaincre, mais aussi ouvrir l'espace à d'autres opérateurs économiques. Parce que c'est la compétition qui fera que les prix baissent. Mais quand vous avez des compagnies qui ont pratiquement des monopoles sur certains produits, des produits de base, c'est très dangereux. Au finish, on utilise cela comme des leviers politiques pour rendre la vie difficile au président de la République. Vous avez raison, Maman Mimi, que quand le peuple a faim, même si vous avez bâti des buildings, le peuple ne comprendra pas ça. Les conseillers du chef de l'État lui-même devraient se pencher sur cette question. C'est vrai que Béni, c'est l'Est de la République, restaurer la paix, c'est une priorité. Mais ça aussi, c'est très prioritaire. Il faut que le président de la République et ses conseillers en la matière engagent un dialogue avec ces gens-là. Ceux qui ne payent pas la taxe douanière, ils doivent payer. La compagnie égale, ça a été dit, ils ne payent pas. Ils sont venus au Congo, se sont établis avec l'idée qu'ils vont commencer à pêcher dans le fleuve Congo et à l'océan. Ils ne pêchent pas les poissons sur place. Ils importent les poissons de mer de Namibie, mais ils ne payent pas la taxe. C'est un crime. Moi, je dis même qu'on doit engager des poursuites en justice contre Égal et toute autre compagnie qui est dans cette situation-là. Donc voilà. Mais est-ce qu'il a une autre stratégie qu'il ne peut pas dévoiler? Peut-être. Déti Bokecho, bonjour en Congo. La loi est claire. Un ancien président est sénateur à vie et ne peut
ne peut occuper un poste. Ma préoccupation est celle de l'accord UDPS-INC pour 2023. Bon, cet accord-là, Maman Biti Bokitu, ce n'est pas éternel. Hein? Ça dépend de la volonté des dirigeants de ces deux partis. Tout comme pour conclure cet accord, ça a été dicté par la situation politique du moment. Donc, il y avait les élections. Et si la situation politique évolue et qu'il n'y a plus nécessité de rester attaché à cet accord, chaque parti sera libre par rapport à l'accord, va prendre sa liberté. Pour 2023, on va juger. Est-ce que ça sera l'accord entre l'UDPS et l'UNC, mais ça sera l'UDPS et les FCC, ou ça sera l'UNC et la MOUCA, ou ça sera l'UDPS. Donc, il y aura des... Je pense que les alliances vont se refaire, se défaire et se refaire. Mais retenez ce que je dis, je vois une convergence, je n'ai pas encore tous les éléments, mais je vois quelque chose se former. Je vois une sorte de rapprochement entre l'UDPS et le MLC. J'ai quelques indices, et qu'ils ne me trompent pas. J'ai quelques indices. Allez, Maman de Touboké, tu reviens encore, dit bonjour à le Congo, c'est la loi. Claire, tout ancien président et sénateur. Oui, ça c'est. Excusez-moi, j'ai dit oh. Mais tu as écrit 2 fois. Ah oui. Oui, c'est pratiquement la même chose. Donc j'ai déjà répondu à la question. Trésor Kateben. Et c'est vrai qu'il Fayoulou regrette son opposition factice selon les informations. Bon, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux et qu'il aurait dit ça à un organe de presse avant de prendre son avion pour les États-Unis. Bon, écoutez, il faut qu'on attende. Mais je pense que le président Fayoulou a tout intérêt du point de vue stratégique de revoir un peu ses calculs, surtout sa position vis-à-vis du président Félix, et même vis-à-vis des autres leaders de l'opposition, donc de Jean-Pierre Mbemba et de Moïse Katumbi. La MOUCA était une plateforme électorale, ça a été dit, les élections sont passées. Le président Fayoulou s'est engagé dans un combat de vérité des urnes. Voilà comment moi je vois les choses. Les combats de la vérité des urnes n'ont pas commencé après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, non. Le combat de la vérité des urnes, dans la quête de la vérité des urnes, du côté de M. Martin Fayoulou, a commencé à partir du moment où il s'était rendu à la justice pour contester les résultats publiés par la CENI. Qu'est-ce qu'il était parti chercher à la Cour constitutionnelle? C'est qu'on lui dise quelle est la vérité des urnes, c'est ça. Parce que les résultats étaient publiés par la CENI. Lui, il a rejeté ces résultats. Or, la loi prévoit qu'en cas de rejet des résultats, il faut aller contester avec des preuves les résultats publiés au niveau de la Cour constitutionnelle. Chose qui a été faite. À ce niveau-là, la vérité des urnes a été dite par la Cour constitutionnelle. Mais cette vérité des urnes ne correspond pas, me semble-t-il, à ce que voulait Martin Fayoulou Madidi. Et il a continué ce combat. Il est allé à l'extérieur. À l'intérieur, il a fait des meetings. Il y a des propos qui ont été tenus comme quoi, si on ne reconnaît pas ces résultats, le pays sera ingouvernable, tout ça, les investisseurs ne viendront pas. Il est allé à l'extérieur. Apparemment, à l'extérieur, ça n'a pas marché. Il ne se fait pas entendre.
pour comprendre. En France, en Belgique, aux États-Unis, partout où il est allé, ses interlocuteurs n'ont pas voulu entendre les choses de la même manière que lui. Pourquoi? Parce que l'étape de la Cour constitutionnelle, quand il est parti, était cruciale sur le plan stratégique et politique. C'est ces jours-là, à mon humble avis, que le combat de la vérité des urnes avait pris un coup. Hein, je me mets dans sa position. Et c'est après qu'on ait confirmé la victoire de Félix Tshisekedi que très vite le président Fayoulou devrait revoir sa stratégie. En politique, il faut être souple, il faut avoir des stratèges. D'autant plus que ses alliés politiques avaient changé de langage. Très vite, lui devrait aussi changer de position pour ne pas être en retard. S'il avait fait une telle chose, je crois que ça aurait été quelque chose de positif pour lui, sur le plan stratégique. Étienne Tshisekedi avait refusé d'aller à la Cour suprême pour contester les résultats des élections. Vous savez, à l'époque, c'est Vital Kamerhe qui était parti déposer un recours à la Cour suprême à l'époque, parce qu'il n'y avait pas Cour constitutionnelle à l'époque. Politiquement parlant, c'était une stratégie qui n'était pas à l'avantage de l'UDPS ni de Étienne Tshisekedi. Pourquoi? Parce que Vital Kamerhe avait refusé de faire alliance en 2011 avec Étienne Tshisekedi personnel. Mais comment expliquer, après la publication des résultats, Étienne Tshisekedi refuse d'aller à la Cour constitutionnelle, je vais revenir là-dessus après, Vital Kamerhe y va. Alors qu'on savait tous que la Cour suprême allait donner raison à la CENI de Ngoï Molunda. Quelle pouvait être la stratégie derrière? Et d'Étienne Tshisekedi et de Vital Kamerhe. Étienne Tshisekedi, en refusant d'aller à la Cour suprême, c'était un moyen de dire, bien sûr, connaissant ce que la Cour suprême allait dire, que la crise reste ouverte, la crise de légitimité reste ouverte. Donc la contestation des résultats peut continuer. Or, s'il s'y était rendu comme demandait Vital Kamerhe, comme l'avait fait Vital Kamerhe, on aurait prononcé un verdict en faveur de Joseph Kabila et la crise allait terminer par là. Le fait que Tshisekedi avait refusé d'y aller, la contestation avait continué, c'est ce qui va donner lieu au dialogue. Donc, en politique, il faut avoir des stratégies. Je ne dis pas que Fayoulou n'en a pas, mais alors des bonnes. Étienne Tshisekedi, en allant aux élections, il savait que, parce que la question lui était posée, en 2006, tu as refusé, 2006 ou 2007, tu n'as pas voulu aller aux élections parce que tu estimais que tout est déjà fait pour que Kabila gagne. Mais maintenant, pourquoi tu y vas? Sa réponse le plus souvent, il disait, c'est pour que le peuple et l'histoire ne me jugent pas. Donc, il était conscient de son âge et de son état de santé, qu'il n'avait plus le temps de son côté. Donc, il était contraint de jouer les jeux, mais tout en tenant compte des résultats fallacieux
Et il s'est préparé en conséquence pour qu'il y ait une crise, pour que cette crise trouve une solution. Donc, il fallait quelque part qu'il soit un interlocuteur à la crise. Et c'est ça, cette crise-là de légitimité. Eh bien, il connaissait aussi la position de la communauté internationale qui avait évolué. Ce n'était plus la même communauté internationale qui appuyait Joseph Kabila à 100%, comme à l'époque où il était, quand il était élu la première fois. Donc, il faut faire une lecture complète de la situation, il faut avoir une stratégie, connaître la position exacte des partenaires du Congo, parce que la situation du Congo ne dépend pas seulement, malheureusement, comme dans beaucoup de pays, de la volonté des acteurs politiques congolais et du peuple congolais. Félix Tshisekedi ayant le soutien des Américains, parce qu'il y avait une lutte au niveau, dans le bloc occidental. Cette lutte était couverte, mais c'était une vraie lutte. Les Européens cherchaient à que leur poulain soit président de la République du Congo, après Joseph. Les Américains avaient la même ambition. Mais avant, c'est souvent, ça se faisait, ils s'entendent d'abord, et puis ils viennent chercher quelqu'un qui vont appuyer. Et cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Il n'y avait pas un consensus entre eux sur celui qui souhaite, qui dirige le pays. C'est un élément très important. Mais il faisait pression. Je disais à un ami d'ailleurs aujourd'hui, j'ai dit, c'est comme si nous voulons entrer dans une maison, mais nous appuyons tous. Hein? Nous tapons sur la porte, mais en tapant là, peut-être c'est une seule personne qui va entrer le premier. Tous faisaient pression sur Kabila, mais tous n'avaient pas la même idée sur la personne qui va remplacer Kabila. Alors, il revenait à chaque camp de chercher à savoir, dans ces combats après le départ de Kabila, sur le plan extérieur d'abord, est-ce que je suis bien positionné? Parce qu'il faut savoir faire une lecture calme, objective, des rapports de force. La politique, c'est essentiellement aussi un problème des rapports de force. C'était clair que l'Europe ne pouvait pas avoir plus d'influence sur la situation du Congo que les États-Unis. C'était clair. Et le signal fort, c'était quand l'IDPS avait dit, avec ou sans machine à voter, les Américains n'avaient jamais condamné l'UDPS par rapport à cela. C'est à ce moment-là que bon, les autres devraient se dire, est-ce que nous saurons faire face? Parce qu'il ne s'agissait pas seulement du scrutin. Le scrutin, lui, était déjà, il était compliqué. Hein? Kabila avait fait des choses de telle sorte que ça ne soit pas clair qui a gagné. Je suis franc avec vous. Parce que la transparence, ce n'est pas la qualité de Kabila. Donc voilà, je pense que c'est à ce moment-là qu'ils avaient fait un mauvais calcul. M. Fayoulou et les gens qui le soutenaient. Bon, est-ce qu'il a dit ça? Ce qu'on dit là, je ne sais pas. Mais il y a un organe de presse qui lui aurait posé des questions avant son départ. S'il a dit ça, donc, il a changé de position. Il y en a qui attribuent cela à son entretien, le dernier entretien qu'il a eu avec M. Pitafam. Peut-être qu'il a changé de position. Bon, mieux vaut tard que jamais. Peut-être que ce n'est pas aussi tard. Peut-être que la stratégie, c'était aussi de s'affirmer sur le terrain. Hein, parce que, souvenez-vous, on lui faisait pression par les autres qu'il abandonne l'affaire de combat de vérité des urnes. Mais il avait déjà un leadership par le fait qu'on l'avait choisi.
En tout cas, le Fayoulou que nous avons aujourd'hui n'est pas celui d'avant les élections. Alors les autres voulaient les remettre à la position d'avant les élections et dire non, c'est fait déjà, je suis allé aux élections, donc vous ne pouvez plus me remettre là-bas. En fait, il est dans cette position-là. S'affirmer dans la position actuelle comme un acteur politique de premier plan. Sur ce point-là, je dis c'est une bonne stratégie. Parce qu'il a tenu tête contre les autres. Au moins, il a gagné un peu en termes de leadership. Donc, l'influence qu'il avait avant, l'audience sur le plan international et tout ça. Avant, vous n'avez pas Fayoulou que l'envoyé spécial des États-Unis venait voir pour parler avec. On les recevait avec tout le monde. Donc, il y a quand même un gain politique de ce côté-là. Mais de l'autre côté, il a perdu sur le plan stratégique. Donc, voilà ce que je peux dire sur ce point-là. Je répondais encore à qui? Je crois que c'est à Betty. Hein? Betty, je crois que je te répondais là, non? Mais je répondais à qui? Betty Boketchou, non? C'était à qui? Trésor Katebe, je crois que c'est... Oui, c'est Trésor, excusez-moi, pas Betty. Betty, sorry. Limbissa, je répondais à Trésor Katebe. Marie-Claire Moussomba dit il faut combattre le monopole. Par exemple, pour les Thomson, il n'y a que Madame Olive qui peut le faire et donc elle affiche les prix qu'elle veut. Félix Assalanini. Oui, il faut combattre. Déjà, quand tu dis là, il faut combattre, c'est ça, c'est aussi une solution. Le président de la République, c'est lui le président. Il a un certain nombre de pouvoirs. Le gouvernement applique sa vision. L'homme congolais est au centre de son action. L'homme congolais souffre parce qu'il y a des gens qui sont en train de manier les leviers économiques pour entraver l'action politique du chef de l'État. Alors, il revient au président de la République et à son entourage de s'asseoir, de se poser la question, qu'est-ce que nous avons comme pouvoir, de manière légale, que nous pouvons utiliser pour faire que ces gens-là n'agissent pas contre le peuple. N'oubliez pas, l'État a le pouvoir de fermer une entreprise. L'entreprise vient pour faire le business, avoir les profits, et l'entreprise ne vient pas faire souffrir les gens. L'État a le pouvoir de fermer une compagnie, de demander à cette compagnie de quitter. Il semble qu'Égal ne paye pas la douane. Mais, alors, qu'on ouvre les books, comme on dit en anglais, open the books. On regarde, est-ce que vous payez ou vous ne payez pas? Depuis que vous existez, vous avez importé combien de fois? On regarde, on calcule les arriérés, on leur dit, vous payez les arriérés plus les amendes, parce que les amendes sont prévues. C'est un moyen que le président de la République a. Et s'il dit ça au Premier ministre, le Premier ministre ne veut pas s'exécuter, eh bien, le président a le pouvoir de révoquer le Premier ministre. Parce que c'est lui qui l'a nommé. Je crois que le chef de l'État va utiliser ce pouvoir-là pour... Et puis l'histoire des barrières sur la route. Hein? Parce que ne parlons pas seulement de Thomson, mais les foufous qui nous viennent de Bandundu, de Bakongo. On appelle les numéros de la police. On appelle tous les responsables de tous ces services-là qui ont érigé des barrières. On leur dit, on ne veut plus voir ces histoires-là. Les barrières qui doivent être là sont celles qui sont censées être là, conformément à la loi. Les restes, out.
ça aura un impact sur le prix. Et le bénéficiaire, ça sera le peuple. Ça, ce n'est pas de la magie. La ministre de l'économie s'est rendue sur le terrain, c'est une bonne chose, mais il faut vraiment veiller, hein, parce que ce genre de choses, ceux qui les font, ils sont têtus. Il faut veiller, il faut taper du poing sur la table. Voilà. Je crois qu'en ce moment-là, les choses pourront marcher. Parce qu'ils ne lui feront pas des cadeaux, ne rêvons pas. Ces gens-là ne vont jamais faire des cadeaux au chef de l'État. Ils passent à la télé, ils disent, ah non, nous voulons être... Ils veulent être ensemble pour les contrôler, pour avoir la possibilité de les gêner. Hein. Voilà, c'est pour cela qu'ils veulent être ensemble. Ils ne veulent pas être ensemble parce qu'ils aiment bien la politique du chef de l'État. Non. Serge Niat, quel est l'objet de la visite du procureur du département de justice des USA-RDC? Bon, sans être dans les secrets de Dieu, d'abord, avant cette visite, il y avait la visite du Canadien Robert Petit, qui est aussi un procureur, qui a pris part à des tribunaux internationaux sur notamment les Cambodge, la Sierra Leone, en tout cas 4 tribunaux spéciaux. Officiellement, on parle de la collaboration entre les 2 systèmes judiciaires, mais il y a des dossiers pendants. Nikki Haley avait dit qu'elle avait remis une liste à Kabila et qu'il souhaitait les gens qui étaient sur cette liste qu'ils soient traduits en justice. Ça n'a jamais été fait. J'imagine que ces dossiers-là, en tout cas, ils doivent avoir parlé de ça. Mais non seulement ça. Non seulement ça. La RDC, c'est la plaque tournante de blanchiment d'argent sous le règne de Kabila. C'est la plaque tournante des trafics des drogues. Beaucoup de gens ne le savent pas. Concernant le trafic international des drogues. Les drogues qui viennent de l'Amérique latine, qui vont en Guinée-Bissau et qui passent, qui viennent au Congo et qu'on amène dans notre marché en Europe. Une fois, on avait saisi un bateau vers Chypre là-bas, a raisonné un navire, c'était plein de la drogue. Mais les documents de la fameuse cargaison qui était dans les navires, c'était des documents faits établis au Congo. Il y a un réseau mafieux là, terrible, dans lequel sont impliqués aussi des expatriés. Il y a aussi les activités des Hezbollah, et ça il faut le dire. Donc, plusieurs raisons peuvent avoir conduit les gars à venir, mais surtout quand nous parlons des procureurs, son travail consiste, entre autres, à aller chercher de poursuivre ceux qui ont fait la loi. Donc, certainement, ces dossiers-là étaient évoqués pendant son séjour. Mais je ne suis pas dans les secrets, mais je sais que les dossiers, par exemple, des experts, c'est quelque chose que les Américains sont déterminés d'aller jusqu'au bout. Et pour revenir à la question de Maman Moussomba, non seulement il faut combattre les monopoles, mais aussi il faut favoriser une politique de la production locale. Nous sommes un des pays les plus irrigués dans le monde. Nous avons des rivières, des fleuves, le fleuve Congo, des lacs. C'est plein de poissons, c'est plein. Et nous avons aussi
la côte, sur l'océan. Pourquoi on n'a jamais permis une pêche industrielle au Congo? Pourquoi? C'est parce que ces monopoles-là existaient. On nous a imposé les Thompson, au point que même quand nous sommes à l'étranger, nous trouvons ça normal. Est-ce que fait tu as la Thompson les là? C'est un goût qui nous est imposé, finalement on s'est habitué. Ce n'est pas un choix. Alors que nous avons des poissons là-bas, hein, parce qu'il y a des gens qui veulent faire l'argent de manière malhonnête, on vous impose un monopole comme ça, vous consommez ce qui vient de l'extérieur. Par exemple, les riz. Moi, je suis allé dans, je crois, 2 pays qui produisent les riz, en Asie. C'est pas compliqué de produire les riz. C'est pas compliqué. Pouvons le faire chez nous. Et vendre chez nous. Comme ça, on aura à importer moins. Sinon pas. Ceux qui plantent les riz, par exemple, les riz, lorsque tu benga lorsque il y a Vietnam. La plupart, la majorité de l'os au Vietnam, ce n'est même pas planté à Vietnam. Ça vient du Cambodge. Mais c'est des paysans, des villageois qui font ça. Comme nos paysans, nous. Donc, ce n'est pas compliqué, on peut le faire. Nous avons une bonne terre, donc on plante tout ça et ça va faire de l'argent. Il y a un grand marché au Congo, là, surtout à Kinshasa. Allez. Madame la ministre du Travail, Néné Nkoulou Ilunga, citée dans l'affaire de détournement de plus de 2 milliards de francs congolais. Info ou intox. Jusque-là, merci, merci beaucoup au Vive Justice. J'ai vu ça dans la presse, mais attendons voir. Je ne vais pas me prononcer là-dessus. Il n'y a pas encore de réaction de son côté. Donnons-nous 2-3 jours, certainement. Nous verrons clair dans cette affaire si c'est fondé ou pas. Est-ce qu'il y a une autre question? Il y a une autre question. Motumba Kachalo dit bonjour Anglo Congo, garantir la sécurité Kabila avec l'esprit qui anime les gens qu'il est en train de gérer. Bon, la sécurité de Kabila est garantie par la Constitution, premièrement. Ça, c'est sur le plan interne. Deuxièmement, par rapport aux Américains, il a un deal. On ne peut pas lui en donner plus. Laurent Lolom Mbombo, il dit complément, mandat d'arrêt contre Kabila, Pochab, Tambo Mambachadar et Mende Kalev. Mandat d'arrêt venant de qui? Je ne sais pas moi. De tous ces gens ici dont vous avez parlé, je ne sais pas s'il y a un mandat d'arrêt contre le Chab ou l'autre, non? Venant de qui? Il faut préciser. Comme ça, on pourra voir si on peut répondre. Mais, croyez-moi, il y a des gens qui seront poursuivis. Et c'est là où certains vont se rendre compte que Kabila s'était aménagé une fenêtre pour sortir seul et sa famille. Voilà. Ok, bon, je sais que quand on dit poser des questions,
Souvent, il n'y en a pas beaucoup. Je vous laisse toutes les bonnes choses. Je termine en disant... Attendez, c'est comme s'il y a une question. Non, il n'y a pas une nouvelle question. Alors, je termine en disant, comme j'ai toujours dit, continuons à prier, à agir pour que notre pays connaisse un changement total. Parce que le changement, il n'est pas encore total, mais le changement a commencé. Donc, il faut beaucoup d'efforts pour qu'il y ait un changement total. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien. À la prochaine. Bye.